tout d'abord, merci pour votre présence. Merci aussi au Point Culture d'accueillir cette conférence sur littérature ou livres et jeux vidéo. Je vais vous présenter rapidement les deux conférenciers. Donc, à ma gauche, j'ai Fanny Barnabé, qui est doctorante à l'Université de Liège, qui travaille sur les réappropriations du jeu vidéo. Et à ma droite, Bruno Dupont, qui est aussi doctorant à l'Université de Liège et qui travaille, lui, sur la représentation de l'ordinateur dans la littérature allemande. Voilà, un cadrage très sérieux. On va donc vous entretenir d'un sujet qui pourrait paraître évident et qui, en fait, est moins évident que cela pourrait se laisser voir. En effet, les jeux vidéo et les rapports entre le jeu vidéo et le cinéma ont été largement étudiés, notamment par Alexis Blanchet, dont vous connaissez peut-être les travaux sur les liens entre Hollywood et l'industrie du jeu vidéo. Mais les liens entre livres et jeux vidéo et littérature et jeux vidéo sont beaucoup moins travaillés à l'heure actuelle, à tel point que certains journalistes, voyant l'appel à communication pour le bouquin que nous avons, les livres que nous avons coordonnés avec Fanny, se moquaient gentiment du fait qu'on ne voyait pas très bien le rapport entre Marguerite Duras d'un côté et Super Mario de l'autre. Ça a été repris dans Libération, c'est pour vous dire à quel point même le journalisme le plus progressif peut avoir des réticences sur des sujets un peu en marge. Néanmoins, ces liens entre littérature et jeux vidéo sont beaucoup plus féconds que certains journalistes pourraient donc le penser. Et pour ça, Fanny va d'abord nous cadrer un petit peu les différents types de liens. Et ensuite, Bruno nous parlera, lui, de la représentation des jeux vidéo au sein de la littérature. On va donc commencer par Fanny. Donc oui, effectivement. Alors, je vais préciser que, comme l'a déjà annoncé Björn, donc les rapports entre livres et jeux vidéo ont bizarrement été encore peu étudiés, mais on a coordonné un numéro de revue et un ouvrage collectif sur le sujet. Donc il y a énormément d'auteurs qui ont répondu présent et on a publié, ou on va publier en tout une 40aine de textes. Et donc ce que je vais présenter aujourd'hui, en fait, c'est une espèce de synthèse des conclusions de tous les auteurs qui ont participé à cette réflexion-là. Donc pour essayer de dresser un portrait général des relations entre jeux vidéo et livres, ou plutôt, surtout, principalement de l'influence du livre sur l'évolution du jeu vidéo et de l'utilisation du livre à l'intérieur du jeu vidéo. Alors, donc, Björn a aussi annoncé que les rapports entre livres et jeux vidéo étaient particulièrement féconds, et c'est vrai que, historiquement, le livre a une certaine importance dans le développement du médium vidéoludique. D'abord, donc, historiquement, le livre est venu supporter le jeu vidéo comme complément externe au jeu. C'est-à-dire que les vieux jeux vidéo étaient couramment fournis avec des livrets explicatifs qui venaient en fait pallier les faiblesses du système de jeu. Alors ça pouvait être comme dans l'illustration que j'ai mise de Kirby en bas à droite. Donc les livrets pouvaient venir expliquer un peu le système de jeu, les commandes aux joueurs, les objectifs, etc. quand le jeu n'était pas capable de le faire par lui-même en fait. Ou pouvaient venir contextualiser l'action du joueur en expliquant les fondements de l'univers, en décrivant les objets, les personnages rencontrés, etc. Comme le montre un peu l'illustration tirée de la légende de Zelda. Alors ces livrets explicatifs existent encore, et il y a encore certains jeux vidéo qui sont fournis avec des livrets. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont perdu certaines de leurs fonctions, ou en tout cas, ils n'ont plus une fonction aussi fondamentale qu'avant, au moment où les jeux n'étaient pas capables de prendre en charge la représentation d'un univers fictionnel par eux-mêmes. Alors, dans le prolongement de ce premier point, donc, le livre peut servir de complément technique au jeu, mais était aussi souvent utilisé comme un moyen économique de transmettre du contenu ou du récit. Donc, effectivement, écrire un texte, c'est moins coûteux que de réaliser une cinématique et moins difficile d'un point de vue créatif que de devoir imaginer des situations de gameplay qui parleraient d'elles-mêmes en quelque sorte. Aujourd'hui, par exemple, on arrive, avec les jeux comme Braid, à raconter une histoire à travers le gameplay, donc à travers le système de jeu, les objectifs, les obstacles, etc. Dans les premières heures du jeu vidéo, ce n'était pas encore le cas. On avait d'une part les objectifs ludiques, de l'autre le récit, qui était souvent pris en charge par l'écrit. Alors, cette association
écrit, récit, livre, récit, je fais une petite parenthèse, mais ça induit une certaine représentation de ce que c'est la narration aussi à travers le jeu vidéo. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a une espèce d'association entre livre et récit. Dans le sens où le livre devient presque une métaphore du récit, devient un indice du récit. Quand on voit un livre dans un jeu vidéo, on se dit, ah oui, on va me raconter une histoire. En outre, ça a une certaine influence sur la représentation de la narration, parce que les livres sont généralement morcelés. Enfin, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Ici, je vous ai mis une capture d'écran du jeu World of Warcraft, donc il y a un jeu massivement multijoueur, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, dans lequel on rencontre fréquemment des livres qui sont un peu dispersés dans l'univers et qui racontent des événements du passé de l'univers, la mythologie à la base de l'univers, etc., certains éléments d'histoire. Et alors le joueur peut choisir de les consulter ou non, les consulter dans l'ordre qu'il veut, au rythme qu'il veut, etc. Du coup, ici, le livre fonctionne, comme j'ai dit, comme une espèce d'indice de récit, mais met en place aussi une représentation morcelée de la narration qui permet d'adapter finalement un récit plutôt d'inspiration littéraire à l'interactivité du jeu vidéo, dans le sens où ça permet au joueur donc de consulter l'histoire dans l'ordre qu'il veut, de la manière qu'il veut, au rythme qu'il veut, etc. Donc voilà une des premières influences historiques du livre et de l'écrit plus généralement sur le jeu vidéo. Alors, plus largement, la littérature a été une grosse influence dans l'évolution du médium vidéoludique aussi, particulièrement pour certains genres vidéoludiques en fait. Et alors, en disant ça, on peut penser principalement aux jeux d'aventure, dans le sens où les premiers jeux d'aventure étaient en fait des jeux textuels, c'est-à-dire que tout le contexte, le décor était décrit sous forme de texte, les actions étaient décrites sous forme de texte, et le joueur ne pouvait interagir avec le jeu qu'en écrivant des commandes telles que Go West, Go Est, Open Door, Take Key, etc. Donc, comme on le voit sur la capture d'écran. Alors, pourquoi est-ce que je parle du jeu d'aventure en particulier ? Parce que l'évolution de ce genre vidéoludique est en fait représentative de l'évolution du jeu vidéo en général dans son rapport à la littérature. Je me base ici sur l'article de Jonathan Le Sart, qui est un spécialiste du jeu d'aventure. Il a fait sa thèse sur le sujet. Et alors, il observe que le jeu d'aventure a évolué en 3 temps. Dans un premier temps, il a essayé de se situer vraiment dans la filiation de la littérature. Alors, ça se voit dans les appellations qu'on donnait au genre. Donc, on parlait de participatory novel, je laisse tomber l'accent anglais, ou de interactive fiction, ou de compu novel, donc computer novel, de roman d'ordinateur. Donc voilà, il y avait vraiment une volonté, donc ça c'était dans le début des années 80, il y avait vraiment une volonté de gommer toutes les connotations vidéoludiques du genre. Donc on essayait de faire comme si ce n'était pas un jeu vidéo et de dire, non, c'est juste une forme évoluée de roman. Alors dans un deuxième temps, à la moitié des années 80, les jeux d'aventure ont commencé à intégrer des images dans leur dispositif, et alors ne se sont plus présentés. Alors, on cessait de s'affilier à la littérature et on commençait à s'affilier au cinéma. Donc, ils ne se présentaient plus comme des romans interactifs, mais comme des films interactifs. Et enfin, dans un troisième temps, au début des années 90, ils se sont libérés de ces grands ancêtres, que sont la littérature et le cinéma, et ils ont cessé de proposer uniquement des récits d'inspiration littéraire ou cinématographique, et ont plutôt commencé à construire des univers que le joueur pouvait explorer. Donc, le jeu d'aventure a commencé à se prendre comme propre modèle. Et donc, on voit bien, c'est la conclusion de Jonathan Le Sart, que l'évolution du genre du jeu d'aventure est en fait, mime en parallèle l'évolution la progressive familiarisation avec l'ordinateur, qui est passée d'abord d'un super livre à une super télévision, et puis enfin à une fenêtre sur d'autres univers. Merci pour cette mise en contexte historique qui me semble effectivement bien retracer l'intégration de l'ordinateur en fait dans notre quotidien. Mais si on regarde maintenant l'usage même du livre au sein du jeu, c'est-à-dire son intégration dans le gameplay, on peut aussi découper ça en différents, établir une petite typologie qui permettrait
classer un peu les choses, parce qu'à l'université, on aime bien classer. Oui, effectivement, donc, à l'intérieur, donc pas seulement dans l'évolution du médium vidéoludique, mais à l'intérieur vraiment des systèmes de jeu, le livre est aussi régulièrement représenté. Donc on croise régulièrement des représentations de livres dans différents genres de jeux. Et il peut avoir différentes fonctions ludiques, dont je vais donner quelques exemples. Bon, c'est probablement pas exhaustif, vous pourrez participer après. Le premier, donc ce n'est pas encore celui-là, je n'ai pas de dia. Donc une des premières fonctions du livre dans le jeu vidéo, c'est tout simplement que c'est un vecteur d'apprentissage. Donc effectivement, principalement dans les jeux de rôle, donc dans les RPG, le livre est un moyen d'améliorer les capacités de l'avatar. Donc soit de lui faire acquérir de nouvelles compétences, soit d'augmenter ses statistiques, etc. Par exemple, dans Skyrim, qui est un jeu de rôle qui se passe dans un univers médiéval fantastique, le seul fait de cliquer sur un livre, ça permet d'acquérir des compétences. Et donc, en fait, grâce aux valeurs qui sont traditionnellement associées au livre, la figure du livre vient incarner et résumer tout le processus d'apprentissage. Donc, évidemment, ce serait un peu laborieux de mettre en scène des heures d'apprentissage, la difficulté, la longueur pour apprendre une nouvelle capacité. Donc, le livre vient résumer tout ça. Il suffit de l'acquérir et de le consommer pour avoir de nouveaux pouvoirs. Une deuxième figure du livre qu'on trouve fréquemment dans les jeux vidéo, c'est le livre comme armement ou comme équipement, comme objet de pouvoir. C'est un peu dans le prolongement de ce que je viens de dire. Donc ça arrive souvent qu'on trouve des livres qui servent d'armes, comme des grimoires ou d'équipements. Par exemple, dans League of Legends, qui est un jeu très compétitif, donc en ligne, qui oppose des joueurs entre eux, il est possible d'équiper son personnage avec différents objets. Et certains prennent la forme d'ouvrages comme les tomes d'amplification, et ce sont des objets qui permettent d'augmenter la puissance magique. Donc on voit bien quand même que les valeurs qui restent associées au livre, ça reste quand même dans le domaine de la connaissance ou du mystère, du pouvoir, plutôt de l'esprit que de la force brute. Donc c'est rare qu'on utilise un livre dans un jeu vidéo pour assommer son adversaire, même si ce serait possible. C'est à creuser pour les créateurs dans la salle. Alors, troisième figure du livre, et c'est là qu'il y a une dia, donc c'est le livre comme portail ou comme hyperlien. Donc, c'est une troisième fonction qui est souvent associée à la représentation du livre, c'est le livre permet de passer d'un monde à l'autre ou d'un endroit à l'autre. Alors, l'exemple dont est tiré la capture d'écran ici, c'est du célèbre jeu d'énigmes Myst, qui met notamment en scène des personnes possédant une technique d'écriture qui permet de créer des mondes à l'intérieur de livres, et les livres permettent de se déplacer d'un monde à l'autre. Donc ici, on voit ce sont des livres qui contiennent une espèce d'écran animé représentant le monde auquel le livre donne accès. Et voilà, donc on voit bien que le livre fonctionne comme hyperlien vers ce nouvel univers. Donc toutes ces figurations sont assez représentatives des valeurs qui sont traditionnellement associées au livre, hein, l'apprentissage, le pouvoir et ici la création et l'imagination en quelque sorte. Alors, autre fonction encore, c'est le livre comme didacticiel ou comme guide. Donc effectivement, on rencontre souvent dans beaucoup de genres de jeux vidéo des livres qui peuvent prendre la forme de journal de quête ou de carnet de notes qui viennent consigner des informations, des astuces, etc. plus techniques, cette fois-ci plutôt à l'attention du joueur, donc ce n'est pas destiné au personnage. Par exemple, il y a beaucoup de jeux de rôle qui contiennent un journal de quête, ce qui permet aux joueurs qui auraient arrêté de jouer pendant quelques jours de se remémorer les étapes qu'il vient de franchir, là où il en est, là où il doit aller, etc. Ici, je vous ai mis une capture d'écran du jeu Plants vs Zombies, qui est un tower defense, donc ça met en scène, le joueur doit protéger sa maison d'une invasion de zombies en plantant des plantes dans son jardin qui ont différentes propriétés. Et alors, au fur et à mesure de la partie, il va compléter, ces victoires vont servir à compléter un almanach, donc un livre d'astuces qui contient, par exemple, des informations sur tous les zombies qu'il pourrait potentiellement rencontrer. Donc ça contient leurs faiblesses, leurs forces, leurs comportements, etc. Et ça permet d'aider le joueur à mieux les affronter par la suite. Donc voilà, autre fonction du livre,
consigner des informations techniques à destination du joueur. Et alors enfin, donc ça ce sont toutes des fonctions ponctuelles qui peuvent lui être associées, mais le livre peut aussi être le fondement même du gameplay d'un jeu, donc être à la base du système de jeu. Je vous ai mis ici l'exemple d'un jeu d'horreur, donc un survival horror qui s'appelle Slender the Eight Pages. J'essaye, mais... Donc c'est un jeu d'horreur à la première personne, dans lequel on incarne une jeune femme dont on ne sait pas grand-chose, qui est perdue dans une forêt en pleine nuit et qui doit récupérer 8 pages d'une sorte de journal sur lesquels, donc, vous voyez sur la capture d'écran de gauche, sur lesquels il y a différents appels à l'aide, etc. Et alors, elle est poursuivie dans le même temps par une créature qui s'appelle le Slenderman, qu'on voit en bas à droite, qui se rapproche progressivement. Et donc le but du jeu, c'est de récupérer les 8 pages avant d'être rattrapé par la créature. Donc en fait ici, tout le gameplay du jeu repose sur le principe d'un livre qui est divisé en pages et qu'il faut reconstituer. Ce fondement de gameplay, ça permet tout simplement de concentrer le joueur sur une tâche un peu répétitive, assez simple, et de mieux le surprendre par la suite. Donc quand on se concentre pour chercher une page perdue dans la pénombre de la forêt, puis qu'on la trouve et qu'on prend le temps de lire ce qu'il est marqué dessus, ça permet de mieux nous surprendre dans le même temps quand on se retourne et que la créature est juste derrière nous. Dans le même ordre d'idée, le principe sert assez bien à la construction de l'univers, puisque le livre fragmenté donne une vision fragmentée de ce même univers. En d'autres termes, ça sert un peu le mystère qui est aussi à la base de l'effroi. On ne sait rien de ce monde, on ne sait pas grand-chose ni de la créature, ni de l'héroïne, ni de ce qu'elle fait là. Et les quelques informations qui sont connues dans les pages ne viennent pas totalement satisfaire cette curiosité. Donc voilà, ça donne aussi une vision dispersée de l'univers. Dernière petite interprétation un peu lancée comme ça, mais vous pouvez participer si vous connaissez le jeu. J'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce d'opposition qui se construit dans ce jeu-là entre le papier et la technologie, dans le sens où le papier est ce qu'il faut collecter pour gagner, et la technologie est représentée comme toujours flanchante, dans le sens où on a une lampe de poche mais qui s'épuise progressivement, et la vision qui est donnée aux joueurs se passe à travers un écran, en fait, comme celui d'une caméra. Donc on ne voit pas l'univers à travers les yeux de la jeune femme, mais à travers un écran, dans le sens où quand la créature s'approche du joueur, de l'avatar, l'écran se brouille, et donc on voit des sortes d'interférences, etc. Donc voilà, il y a une opposition entre la technologie, quand même source d'angoisse, le papier, source de protection. Parmi les usages du livre, il y a un usage spécifique dont on a discuté plusieurs fois. C'est l'établissement de pauses dans le jeu, de moyens de stopper le cours frénétique du jeu pour arriver à... tu parlais de fixer du contenu. Tu peux expliquer un petit peu ? Oui, effectivement. Ces utilisations du livre à l'intérieur du gameplay, donc à l'intérieur du système de jeu, ça a plusieurs intérêts, mais notamment celui, c'est vrai, de fixer un certain contenu et de régler le rythme du jeu. Régler le rythme du jeu, par exemple, parce que le rythme de la lecture n'est pas le même que le rythme de l'action. Par exemple, dans un autre jeu d'horreur, donc un autre survival horror qui s'appelle Amnesia The Dark Descent, c'est aussi un jeu en vue à la première personne, le joueur incarne un personnage amnésique et doit récupérer des pages de son journal intime pour se remémorer progressivement son passé, ce qu'il fait là, etc. Or, et dans ce jeu-là aussi, on est poursuivi par des créatures hostiles et... bizarrement, à chaque fois qu'on tombe sur une page de journal, si on prend le temps de la lire, même si on est en train d'être poursuivi par une créature, le jeu se met en pause le temps qu'on ait fini de lire la page de journal. Donc ça crée une pause dans l'action, mais qui n'est pas nécessairement néfaste, qui ne vient pas nécessairement contredire l'effet d'horreur du jeu, parce que le récit qui est contenu dans ces pages est aussi assez inquiétant, donne des indications sur l'univers, etc., qui ne sont pas vraiment pour rassurer le joueur. Donc, en fait, le temps de la lecture et le temps du jeu créent deux rythmes différents,
mais qui permettent deux modes d'engagement différents et complémentaires dans l'univers du jeu finalement. Donc le livre, les récits transmis par le livre sont autant d'ouverture vers des récits que le joueur ne pourra pas vraiment expérimenter, mais qu'il peut s'imaginer, et c'est deux formes complémentaires d'horreur. Alors pour ce qui est de fixer du contenu aussi, il y a un exemple peut-être plus flagrant, si tu veux bien passer la dia. Pour contextualiser en fait un peu, les jeux actuels se caractérisent par une profonde variabilité. Alors bon, déjà parce qu'ils sont interactifs et que le joueur a une influence sur le déroulement de la partie, mais aussi parce que les jeux aujourd'hui sont constamment mis à jour. Grâce à la connexion en ligne, ça permet d'améliorer, de corriger des bugs, mais aussi d'ajouter du contenu progressivement via des DLC, donc des contenus téléchargeables. Alors, cette variabilité est particulièrement sensible dans le cas des jeux en ligne, donc des MMO, qui évoluent constamment, puisque les développeurs continuent d'entretenir l'univers fictionnel tant qu'il y a des joueurs qui jouent. Donc, et l'univers évolue indépendamment de la présence du joueur. Donc, par exemple, si on joue à World of Warcraft, puis qu'on arrête de jouer pendant 2 ans et qu'on s'y remet, le jeu ne sera plus le même que 2 ans auparavant. Or, dans ces cas-ci, l'écrit peut être une façon de fixer cette variabilité du jeu vidéo en fixant donc un contenu fictionnel qui va varier dans le jeu. Les développeurs utilisent par exemple le moyen des novélisations, donc des mises en roman d'un jeu vidéo, pour justement raconter des états antérieurs de l'univers qui ne seront plus accessibles aux joueurs actuels. Mais donc c'est un moyen de redécouvrir un état antérieur du jeu et un moyen de pérenniser ce contenu. Un peu comme un joueur qui s'enregistrerait en train de jouer et qui conserverait quelque part des copies de son jeu dans un univers qui ne serait plus accessible étant donné les mises à jour et des choses comme ça. Tu nous as bien retracé, il me semble, l'histoire de ces liens spécifiques entre livre et jeux vidéo et les usages du livre au sein du jeu ou de la littérature au sein du jeu. Mais il reste une grande question qu'il faut vraiment affronter dans ce lien, dans cet usage du livre au sein du jeu vidéo. C'est ce que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire la différence de légitimité entre ces deux médias. Et cette différence de légitimité s'est rapidement imposée dans les analyses que nous avons pu rassembler, à tel point que c'est devenu une thématique très, très forte qu'on a finalement pris pour objet en tant que tel. Donc là aussi, il me semble qu'il y a des choses à dire. Oui. Et on peut se poser, donc je viens d'expliquer pas mal de types d'utilisation du livre dans le jeu, et on peut se poser la question du pourquoi de cette fréquence, de pourquoi utiliser autant le livre dans le jeu vidéo. Et il me semble qu'une des réponses qu'on peut trouver, c'est effectivement cette différence de légitimité. Puisqu'effectivement, donc, malgré le fait que le jeu vidéo soit aujourd'hui reconnu comme la première industrie culturelle au niveau mondial, malgré le fait aussi que ce soit reconnu comme un objet d'étude digne d'intérêt, vu qu'il est étudié à l'université, il y a des colloques, des revues, etc., qui s'organisent autour. Donc malgré tout ça, l'opinion publique continue d'avoir une certaine méfiance pour le médium, méfiance qui a été déjà énoncée pour tous les médias émergents, en fait, pour la littérature populaire, le cinéma, la bande dessinée, la télévision. Donc si on relit des textes qui accusent ces médias-là de tous les maux, on change roman populaire par jeu vidéo, c'est la même chose. Donc voilà, il y a quand même une méfiance qui reste et qui contraste évidemment avec toutes les valeurs positives qui sont associées au livre et à la littérature, qui est objet de connaissances légitimes, objet d'une élite, etc. Et effectivement, donc, mobiliser le livre au sein du jeu, ça peut être un moyen d'essayer de transférer cette légitimité de la littérature dans le jeu vidéo. Alors, le seul fait d'intégrer le livre ou des références littéraires dans un jeu, ça peut relever de ça, mais il y a aussi des expériences plus explicitement portées sur cet objectif. Donc, par exemple, il y a
Philippe Rioux, parmi les contributeurs de nos collectifs, qui a étudié les livres d'art de jeux vidéo, donc les artbooks qui sont fournis avec les versions collector de certains jeux vidéo. Ici, je vous ai mis des captures d'écran de celui de BioShock Infinite. Et alors, selon Philippe Rioux, ces livres d'art sont justement une tentative explicite d'essayer de légitimer le jeu vidéo à travers le livre. Et ça pour plusieurs raisons. Donc, il y a plusieurs stratégies observables dans ces ouvrages. De un, ils mettent l'accent beaucoup plus sur le processus de création du jeu. Ils essayent de mettre en valeur le concept du jeu, beaucoup plus que la technique. Et ils insistent beaucoup sur le design, etc. Donc, par exemple, on retrouve beaucoup d'informations sur le design des personnages, beaucoup de très belles images, etc., d'artwork, et pas tellement de données techniques de programmation, etc. Deuxièmement, ces livres ont plutôt tendance à mettre en avant une figure d'auteur, de créateur plus ou moins unique, ce qui n'est pas tellement la norme en jeu vidéo. Il y a des créateurs de jeux vidéo qu'on connaît, ça change peut-être aussi un peu avec le jeu vidéo indépendant, mais dans la majorité des cas, on parle plutôt de studios que de créateurs, et les auteurs de jeux vidéo ne bénéficient pas de la même aura que les auteurs de littérature, par exemple. Donc ici, il y a une tentative de recréer justement ce concept d'auteur et de faire bénéficier les concepteurs de jeux de cette aura-là. Et troisième stratégie, c'est tout simplement que les livres d'art de jeux vidéo, par leur côté luxueux et leur côté rare, contrebalancent la dimension commerce de masse du jeu vidéo. Donc le but, c'est de le présenter comme un objet de luxe destiné à une élite, qui imite un peu la culture classique lettrée. Donc, voilà, on voit qu'il y a des stratégies vraiment de légitimation du jeu par le livre. Alors, petite remarque, apparemment il y aurait une exception à cette tendance qui serait celle de la bande dessinée. Donc il y a Philippe Paolucci dans notre collectif qui a étudié les jeux vidéo qui s'inspirent de bandes dessinées, notamment Comics Zone, dont je vous ai mis une capture d'écran. Et alors, ses conclusions, en fait, sont que la bande dessinée échappe à ce rôle légitimant et que le jeu vidéo ne se sert pas de la bande dessinée pour essayer de se valoriser, mais plutôt comme d'un répertoire de propriétés formelles dont il peut s'inspirer. Donc les jeux reprennent par exemple les bulles pour les dialogues, les onomatopées, ce qui est un peu bizarre vu que le jeu vidéo dispose de sons, mais donc il n'a pas vraiment besoin de le représenter à l'écran, donc c'est vraiment un clin d'œil à la bande dessinée, ou alors ils utilisent l'effet graphique du cel shading, qui consiste à mettre un contour noir autour des formes pour donner un aspect BD, etc. Mais donc dans ce cas-ci, ce serait une exception. La bande dessinée en tant que livre n'a pas les mêmes connotations que le livre littéraire. Merci. Je vois que le temps passe vraiment fort, que vous restez fort attentifs, c'est très bien, mais je répète, n'hésitez pas à prendre la parole ou à me faire signe. Oui. Vu qu'on est dans une nouvelle époque avec des communications interactives de plus en plus importantes, est-ce qu'on aura encore le livre comme moyen de jeu, le livre représenté dans le jeu vidéo dans l'avenir? Parce qu'avec les nouvelles cinématiques et toutes les améliorations qu'on fait dans les jeux, dans les grosses productions commerciales comme Call of Duty ou GTA, où on voit vraiment des cinématiques qui sont pratiquement qui rivalisent pratiquement avec le cinéma, est-ce que dans l'avenir on aura encore des représentations du livre dans le jeu vidéo qui apporteront quelque chose d'important? Je pense que oui, en fait, ça se maintient quand même, mais plus pour les mêmes raisons. Donc, j'ai dit au début, le livre, c'était presque un complément nécessaire au jeu pour pallier les défaillances du système. Mais il y a quand même des jeux récents qui continuent de mettre en avant la figure du livre. Par exemple, j'ai cité Skyrim comme exemple, c'est quand même pas vieux comme jeu. Je ne sais pas la date de mémoire, 2011 ou quelque chose comme ça. Mais alors, il ne mobilise plus le livre parce qu'il en a besoin, mais plutôt pour justement... il utilise le livre pour les valeurs qui lui sont associées, donc les valeurs de création, de littérature, de mystère, d'encyclopédie aussi, donc il y a une fonction encyclopédique. Donc la fonction a changé, mais
Mais je pense que ça se maintient quand même. Mais donc, les jeux continuent à mettre en scène le livre, mais c'est vrai plus pour d'autres raisons. Et je pense pas que ça va vraiment disparaître, parce que le livre reste quand même garant d'une espèce de passé, finalement. C'est le gardien d'un certain savoir, et que ça restera toujours une figuration de ce savoir-là. Donc, c'est un pronostic. Tu veux ajouter? Que je rejoins. Ouais. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Alors, je voulais juste apporter un petit complément par rapport à toute la notion d'artbook qu'on a découvert tout à l'heure. C'est que, oui, comme vous l'avez dit, un jeu vidéo devient un collector dès qu'il est associé à tout un tas de goodies, donc de produits dérivés, dont notamment l'artbook. Moi, tout ce qui m'intéresse dans l'artbook en tant que créatif, c'est vraiment tout l'aspect pré-production du jeu, et c'est vraiment ce qui est mis en évidence dans ce genre d'ouvrage et qui est remarquable. Alors évidemment, c'est beaucoup d'illustrations, c'est aussi beaucoup de textes, évidemment, des légendes pour contextualiser les images. Et pour justement partir sur la question de mon camarade, j'ai justement joué il n'y a pas si longtemps à un jeu qui incorporait directement dans le jeu donc l'artbook. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on débloquait des images, des illustrations de toute la partie de pré-production du jeu. Alors ça pouvait être des brouillons, mais c'était également tout ce qui est musique, les textes, le scénario, etc. Et donc voilà, c'est un peu indissociable. Donc au fur et à mesure que j'avançais dans le jeu, je débloquais des objets qui me permettaient ensuite d'acheter ces pages, en fait. Et voilà, donc il y a 10 ans, au fur et à mesure qu'on jouait, on pouvait débloquer des personnages ou quoi que ce soit. Maintenant, on débloque toute la partie pré-production d'un jeu. Oui, c'est dans l'air du temps. C'est une rédaction qui est un peu dans le prolongement. Ça me fait penser que j'ai joué il n'y a pas longtemps à Tomb Raider, qui propose justement, qui permet de débloquer certains artworks à l'intérieur du jeu, si je ne m'abuse, mais qui dispose quand même à côté d'un artbook, d'un livre d'art, dans l'édition collector. Donc j'ai l'impression que c'est pas nécessairement opposé, enfin que l'un oui, c'est ça, que l'utilisation du livre matériel, ça montre vraiment que c'est stratégique en fait. Donc on peut mettre les artbooks à l'intérieur du jeu, mais l'utilisation du livre, ça convie à un autre imaginaire. Oui. Je crois aussi en fait que le problème, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de dématérialisé dans le jeu vidéo, et que la manière dont on perçoit les choses fait qu'on a encore le désir de posséder un objet matériel, le fait de créer des artbooks, de créer des collectors, ça permet aux joueurs de continuer à se diriger vers l'objet matériel alors que l'objet virtuel existe sans avoir besoin d'un support. Et c'est avant tout, il me semble, une stratégie en quelque sorte économique, puisqu'ainsi, le joueur voulant avoir dans sa ludothèque l'objet concret, réel, va se diriger vers ces versions collector. D'autant que par rapport à ce que vous parliez de processus de légitimation, le fait est que très souvent, ce sont justement les très grosses productions qui créent ces collectors, et que s'il y a une élite, entre guillemets, qui l'achète, ça va surtout être une élite économique, qui vont être perçus par d'autres joueurs, entre guillemets, comme des pigeons, là où ceux qui veulent accéder aux jeux vidéo en tant qu'objet purement culturel vont plutôt se diriger peut-être vers de plus petites productions qui n'auront pas tout cet enrobage et qui n'auront peut-être même pas le désir d'avoir un jeu concret, réel. Ils vont pouvoir utiliser directement la version dématérialisée. Ouais, non, mais je vous rejoins sur certaines analyses. Si vous permettez, on va enchaîner avec... donc on a eu le versant livre dans le jeu, maintenant on va voir le versant jeu dans le livre. On pourrait aussi se livrer à un cadrage très très large avec une forme de modernisation du livre par le jeu, avec la gamification des livres numériques par exemple. Quand vous avez certaines liseuses, vous obtenez des récompenses comme sur Xbox. Si vous lisez, oui, par exemple, si vous finissez un livre ou si vous lisez plusieurs fois à la même heure, etc. Donc ce type de choses existe. Donc il y a une forme aussi de modernisation de l'acte de lecture, de modernisation de la représentation de la littérature. Tout ça pourrait être développé. Mais comme nous ne pouvons pas nous étendre jusqu'à minuit, ce serait dommage, nous raterions les cocktails.
je vous propose de céder la parole directement à Bruno, qui va donc nous entretenir de la représentation de l'ordinateur et plus précisément du jeu vidéo au sein de la littérature. Maintenant que Fanny vous a parlé un peu du principe du livre à l'intérieur du jeu vidéo et a aussi donné un contexte général des relations entre les deux, moi je vais me concentrer sur le jeu vidéo à l'intérieur du livre, donc le jeu vidéo comme représentation dans des œuvres littéraires. C'est un sujet qui est assez vaste. Comme l'a dit Björn tout à l'heure, il est intéressant d'essayer de le portionner en sujet un peu moins vaste. Et une manière de faire ça, c'est de diviser ce qui se situe dans le livre de ce qui se situe à l'extérieur, donc autour du livre. Je vais commencer par ce qui se trouve à l'extérieur du livre. Donc, à l'extérieur du livre, on peut avoir une histoire qui est partagée entre plusieurs médias. C'est un exemple actuel, ce serait le film Matrix, qui a été divisé en 3 films, une série animée, des bandes dessinées, des jeux vidéo et peut-être encore d'autres produits collector. Donc c'est un signe qu'on avait au départ l'idée générale de proposer un monde au public et qu'on l'a volontairement divisé en petites parties qu'on a disséminées à travers différents médias. Donc c'est ça qu'on appelle la narration transmédia. Plus classique, on a ce que vous connaissez sans doute et qu'on appelle l'adaptation. Donc c'est une histoire qui est simplement présente à la base dans un média et qui va se retrouver transposée dans un autre. Pour reprendre encore un exemple connu, en 1955, enfin jusqu'en 1955, Tolkien écrit Le Seigneur des Anneaux, qui a ensuite été adapté en une série de 3 films au cinéma par Peter Jackson, mais à partir de 2001, donc longtemps après. La différence avec la narration transmédia dont je viens de parler juste avant, c'est que la narration transmédia, elle compte directement sur plusieurs médias pour raconter une même histoire, mais en différents morceaux, via des canaux différents. Tandis que l'adaptation, il n'y a pas cette volonté dans l'adaptation. On garde en grande partie le même contenu qu'on traduit dans le langage d'un autre média, si on veut. Il faut reconnaître que la différence entre les deux peut être difficile à distinguer. Je reviens sur Le Seigneur des Anneaux. Au départ, c'était effectivement une adaptation vers un film qui s'est passé environ 50 ans après la parution du livre. Donc on peut être quasiment sûr qu'il n'y a pas d'idée générale qui avait présidé à ça et qu'on ne s'était pas dit qu'on allait faire un film après. Mais ce film, quand il est sorti, il a été accompagné d'une narration transmédia directement, donc avec des déclinaisons en jeux vidéo sur plusieurs plateformes par exemple. Donc ça veut dire que dans son histoire, dans son histoire, un livre peut être d'abord une adaptation et puis devenir une narration transmédia ou éventuellement l'inverse. L'un n'exclut pas nécessairement l'autre. Donc ça, c'est quand on se trouve, disons, autour du livre. Maintenant, je vais me plonger à l'intérieur du livre, dans le cas où on a, comme vous le voyez ici, plusieurs médias à l'intérieur d'une seule histoire. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'intermédialité. Donc, prenons un média, par exemple le livre. À l'intérieur, on retrouve d'autres médias, souvent sous une forme imitée. Par exemple, quelque chose qui est un peu à la mode pour le moment, ce sont des romans par email. Et dans ces romans par email, on ne sait pas, à cause des possibilités techniques du livre, classique, intégrer un email. Ce n'est pas possible d'avoir la même situation, la même technologie qu'un email. Du coup, on utilise une forme imitée en essayant de reproduire certaines caractéristiques de l'email à travers le médium livre. C'est un bel exemple pour ce genre de phénomène, c'est Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, donc qui est une traduction vers le français et qui est une histoire d'amour qui se déroule dans un contexte d'email. Donc ce sont 2 personnes qui ne se sont jamais vues et qui tombent amoureuses progressivement par email. Je vous ai mis une petite page de ce livre pour que vous voyez un peu le principe de l'imitation. Donc, on reprend certaines des caractéristiques de l'email, comme par exemple l'objet, les abréviations du style reply ou rep pour réponse,
une signature, la forme d'une lettre, et éventuellement une date aussi. On ne reprend pas tous les éléments de l'email, naturellement, pas le contour de la fenêtre ou quelque chose comme ça, même si éventuellement ce serait possible. Mais on en donne assez pour qu'on ait l'impression de se retrouver dans un email. Donc c'est ça, un cas d'intermédialité, plusieurs médias à l'intérieur d'une œuvre. Vous remarquez que jusqu'ici, j'ai parlé assez souvent de médias et que j'ai essayé d'éviter de parler uniquement du livre et du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il existe un principe général qui veut que la littérature a fortement tendance à représenter d'autres médias à l'intérieur d'elle-même. On le remarque dans beaucoup d'œuvres, c'est un phénomène très courant, et ça ne touche bien sûr pas uniquement le jeu vidéo. L'exemple de base, ce serait le livre à l'intérieur du livre, je vous donne un exemple parmi des millions sans doute, Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick. C'est un roman de science-fiction où on nous raconte un monde où ce sont les forces de l'Axe, donc les nazis et les Japonais, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire alternative. Et à l'intérieur de cette histoire, les personnages trouvent un livre qui leur présente une autre version de l'histoire, évidemment la version de l'histoire où ce sont les Alliés qui ont gagné la guerre. Et le clou, ou plutôt la pointe de l'histoire, se situe au moment où les personnages ont réuni pas mal d'indices qui leur permettent de comprendre que c'est sans doute eux qui vivent dans un monde fictionnel et que c'est sans doute le fait que les Alliés aient gagné, c'est sans doute la réalité. Donc il y a un peu une mise en abîme à l'intérieur du livre. On a aussi des exemples, ici je vous ai mis un exemple avec la télévision, qui est fort représentée dans la littérature aussi. Ici c'est un petit poème de Heiner Müller qui nous permet de voir une vision assez courante sur l'ordinateur, sur la télévision, c'est-à-dire qu'une personne se retranche derrière son écran pour éviter de devoir affronter la réalité, parce que derrière l'écran, elle est flat, donc elle n'a pas de volume, elle est moins agressive. C'est sans doute ça qui doit passer à travers le poème. Pour aller un peu plus loin, je vous ai même mis un exemple avec la photographie qui vient d'un roman publié avec grand succès et en de nombreuses déclinaisons. Donc un genre de roman d'horreur de petite horreur pour les enfants, où un personnage trouve un vieil appareil photo et les photos qu'il fait donnent une version macabre de la réalité qui finit par se réaliser juste après. Donc il photographie une maison, la maison s'écroule, ou il photographie quelqu'un, cette personne meurt, etc. Donc ça marche aussi avec l'email, les forums, en fait tout média qui existe actuellement a sa représentation dans la littérature. Les raisons qu'aurait la littérature de faire ça, elles sont assez nombreuses et elles diffèrent souvent du média par rapport au média qui est représenté. Mais la règle générale, c'est d'une part que la littérature a tendance à représenter la nouveauté. Donc quand il y a un nouveau médium, on en parle, on le met en scène. Et aussi le fait de représenter un média permet d'inclure un nouveau contenu à l'intérieur du contenu du livre. Parce que c'est souvent une manière de le faire de façon cachée. Si on parle d'un film à l'intérieur d'un livre, ça va évoquer des sentiments par rapport au film uniquement chez le lecteur qui connaîtra le film ou en aura entendu parler. Donc c'est un moyen d'ajouter un niveau de lecture, si vous voulez, à une œuvre, ici une œuvre littéraire. Maintenant, j'ai assez parlé du phénomène général et je voudrais donner quelques raisons pour lesquelles précisément le jeu vidéo est représenté dans le livre. En dehors des raisons générales que j'ai déjà notées, à mon avis, ce qui est fort important, c'est l'impact social du jeu vidéo. Fanny a dit tout à l'heure que le jeu vidéo serait même devenu, selon certains, le principal loisir en termes de part de marché de l'époque actuelle. Et de ce fait-là, ça a un effet social tellement fort que la littérature, si elle veut représenter la réalité, ce qu'elle fait au moins comme matériau de départ, elle est obligée de le traiter parce qu'on ne peut pas traiter de la réalité en enlevant une grosse caractéristique. Donc il y a déjà cette obligation de traiter le sujet. Parallèlement à ça, et peut-être même encore plus important, c'est ce que j'appelle l'effet social fantasmé.
Donc on parle très souvent, régulièrement à tort, des effets négatifs que le jeu vidéo pourra avoir sur la santé humaine, principalement la santé des jeunes, et sur l'éducation. Un excellent exemple, c'est en 99, les massacres de Columbine aux États-Unis, qui ont été longtemps, et même selon certaines voix, sont encore jugés comme ça, donc jugés comme des effets de jeux vidéo ultra-violents auxquels ont effectivement joué d'ailleurs les auteurs du massacre, alors qu'on peut se demander pourquoi ces massacres surviennent quasiment uniquement aux États-Unis, alors que partout dans le monde on joue à ces jeux ultra-violents et que peu d'autres pays ont le même genre de massacre, même si maintenant ça devient plus à la mode. On parle aussi régulièrement de cyberaddiction, de troubles du sommeil qui sont liés à la pratique des jeux vidéo. Donc ce sont des sujets de société très polémiques sur lesquels la littérature a d'autant plus de raisons de se pencher. Je pense qu'il existe aussi un argument marketing. On veut le livre est au départ un produit qu'il s'agit de vendre. Et en choisissant un sujet in, qui peut être adapté à un public jeune, branché, ou en tout cas qui est connoté comme ça, on espère que ça va rejaillir sur le livre et que le livre va être in, va être branché et qu'on aura envie de l'acheter. C'est aussi une caractéristique des maisons d'édition de vouloir attirer le public actuel des gamers, parce que c'est un public nombreux, comme on l'a vu, et dépensier, puisqu'il est prêt à donner pas mal pour des nouveaux jeux vidéo. Donc on lui dit en quelque sorte, voilà un produit qui parle de ce que tu aimes bien, c'est juste que c'est pas un jeu, c'est un livre, mais ça parle de ta passion, donc achète-le. On essaye dans le même temps, ce qui est un peu paradoxal, d'attirer le public qui n'aime pas le jeu vidéo, le public qui se pose des questions sur lui à cause des phénomènes de société dont on a parlé, éventuellement qu'il rejette directement à cause de ça. Et c'est un peu l'attrait du journal à sensation ou l'attrait de tout ce qui est négatif, c'est-à-dire que ça parle de violence, ça parle de quelque chose qui nous trouble, c'est aussi un incitant pour l'acheter. J'ai pris un petit exemple que j'ai envie de citer en rapport avec ça, parce que c'est le 4e de couverture d'un livre très très mauvais. J'espère qu'il ne sera jamais traduit, mais je vous ai traduit un petit passage. Donc ça c'est le 4e de couverture, je vous cite. Cela ressemble à un rêve de joueur, une page sur laquelle sont proposés des téléchargements illégaux et qui semble, j'ai mis un « entre eux, se soustraire aux poursuites judiciaires. Mais le rêve se transforme en cauchemar, car toute personne qui s'identifie sur le site est livrée, sans défense, au Game Master, et là commence un tout autre jeu. Les règles sont simples, trouve une personne représentée sur une page de Google Street View, où elle mourra. Les agents de la criminelle André Böckle et Antonia Ronda, donc c'est un livre allemand, se lancent à la chasse au tueur, mais même lorsque celui-ci est capturé, le jeu est loin d'être terminé. Donc dans ces quelques lignes, on a un exemple de tous les poncifs qu'on associe généralement de façon négative aux jeux vidéo. Donc le téléchargement illégal, la figure du hacker, parce que le Game Master en réalité s'introduit dans la boîte mail, on ne sait pas trop comment, de la victime. L'immersion qui devient un cauchemar, donc le rêve, être plongé dans un autre monde qui finalement se révèle un monde dangereux. Qu'est-ce qu'il y a aussi le lien entre la criminalité et le jeu vidéo, même le harcèlement par ordinateur, parce que ça on voit que ça devient un thème du roman, et peut-être qu'il y en a même encore plus, mais je l'ai laissé tomber à la moitié. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus à ce sujet, mais c'est un bon exemple, il me semble. Et une dernière raison pour laquelle on représente le jeu vidéo, autant pour moi, dans le livre, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire que le fait de représenter quelque chose de nouveau, qui contient aussi des éléments qui d'habitude ne sont pas dans les livres, c'est un moyen de produire des œuvres nouvelles, d'apporter une nouvelle manière de raconter, et aussi de nouvelles choses à raconter dans le roman, donc de nouveaux contenus. Autant de nouvelles structures que de nouvelles histoires. C'est une manière pour certains auteurs de renouveler des schémas qui leur semblent un peu trop vieux. À ce renouvellement, il y a quand même un petit bémol, qui est que jusqu'ici, vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé de beaucoup de littérature jeunesse et de beaucoup de littérature de genre. D'ailleurs, parfois on considère la jeunesse, plutôt la littérature jeunesse comme un genre littéraire, mais on peut en discuter.
La littérature de genre, qu'est-ce que c'est? C'est la science-fiction, le roman policier, la fantasy, le roman sentimental. C'est tout ce qui n'est pas reconnu comme littérature tout court, comme littérature de l'art pour l'art. Elle s'oppose à ce qu'on appelle la littérature, enfin ce que j'appelle la littérature à prétention littéraire, qui au contraire traite très peu du jeu vidéo et qui, elle, ne s'identifie pas à un contenu ou à une manière d'écrire, c'est juste de la littérature, c'est pas de la littérature policière, c'est de la littérature. On peut se demander pourquoi, dans le cadre de la littérature de genre, on traite beaucoup du jeu vidéo et beaucoup moins, voire quasiment pas, dans la littérature à prétention. Une piste d'idée, ce serait que justement la catégorisation de littérature hautement littéraire existe par la glorification d'elle-même, une littérature pour la littérature, qui est déconnectée des considérations financières, des considérations de genre, des considérations d'intérêt du lecteur en fait. Elle veut juste être un discours hors de la mode, hors des modes, qui pourrait être compris quelle que soit l'époque. Évidemment, on sait que c'est une volonté idéale parce que ça n'existe pas quelque chose qui peut être compris de la même façon quelle que soit l'époque. Donc si elle s'avance comme ça, elle a tout intérêt à se démarquer de pratiques qui sont populaires, de pratiques qui sont vues comme trop modernes, trop actuelles, comme le jeu vidéo, et au contraire à affirmer le primat de sa propre culture, c'est-à-dire la culture du livre et l'objet livre par opposition aux ersatz qu'on peut trouver dans le jeu vidéo. Par contre, pour la littérature de genre, c'est tout à fait le contraire, puisqu'on a dès le départ des affinités qui semblaient pousser naturellement à intégrer le jeu vidéo. Un exemple, c'est la science-fiction. Elle traite par essence de la nouveauté technologique, et donc elle essaye d'imaginer ce qui se passe si cette nouveauté technologique commence à devenir de plus en plus nouvelle, si la technologie s'emballe, si on va encore plus loin que ceux où on est arrivé maintenant. Évidemment, c'était un sujet tout trouvé, le jeu vidéo, puisque c'est quelque chose qui, dès son départ, laissait entrevoir des possibilités importantes, même si on n'était qu'au balbutiement. On avait déjà dans la littérature des représentations de réalité virtuelle avec des casques, des sensations à l'intérieur du jeu vidéo, alors qu'on n'en était encore qu'à, dans le jeu vidéo réel, à 2 barres blanches qui envoient une balle blanche et ça fait un jeu de ping-pong. Donc c'était un peu le terrain de jeu de la science-fiction par excellence. Pour la littérature jeunesse, c'est une autre raison, c'est qu'elle s'intéresse aux sujets qui passionnent les jeunes ou dont on pense qu'ils passionnent les jeunes. C'est-à-dire que le jeu vidéo est souvent vu comme un passe-temps d'adolescents, même si à un niveau sociologique, ça se laisse discuter et la moyenne d'âge du joueur ne cesse pas de monter. Et ce sont souvent aussi des gens qui ont un travail et d'autres choses comme ça, qui jouent à des jeux vidéo, mais il reste cette image d'éternel adolescent qui, du coup, est facilement véhiculée par la littérature jeunesse. Enfin, la BD. Fanny l'a dit assez rapidement, elle partage des codes visuels et culturels avec le jeu vidéo, rien que le fait déjà que les deux soient basés sur des images en grosse partie, ça facilite la transition de l'un vers l'autre. Donc la bande dessinée, en plus de ne pas avoir tout ce passif littéraire, elle a des atomes crochus à la base avec le jeu vidéo. Malheureusement, maintenant, je vais devoir dire 2 gros mots qui sont issus de la théorie littéraire, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre la suite. Donc, Gérard Genette, en 72, différencie dans un texte littéraire narratif, donc qui raconte une histoire, l'histoire justement du discours. L'histoire, c'est ce qui est raconté, ce sont les péripéties, les événements, ce qui arrive au personnage éventuellement. Le discours, c'est la façon de raconter l'histoire, ce qu'on résume parfois par le style, par la structure du roman. Donc tout ce qui n'est pas contenu dans un résumé. Si on résume un livre à quelqu'un, on lui parlera de l'histoire et normalement très peu du discours. Cette petite différenciation, ça m'amène à quelque chose qui me semble important dans le cadre du jeu vidéo à l'intérieur de la littérature, c'est la différence entre thématisation et imitation.
La thématisation, c'est le moment où le jeu vidéo se retrouve dans l'histoire. Et l'imitation, c'est quand il est dans le discours. Je vais essayer de donner quelques exemples pour rendre ça plus clair. D'abord, la thématisation, qui est ce qui vient sans doute en premier à l'esprit et à raison. Ici, j'ai mis comme exemple un roman de D.B. Weiss qui s'appelle Video Games. En réalité, il s'appelle Lucky Wonder Boy dans la version originale, mais ils l'ont traduit par un titre quand même anglais. C'est l'histoire d'un geek qui n'a progressivement qu'une seule passion et qu'un seul but dans la vie, c'est de retrouver la trace et l'explication, de retrouver la compréhension ultime d'un jeu vidéo qui l'a marqué et qui est aussi conçu de façon tout à fait aberrante par rapport aux standards du jeu vidéo, disons. Il lui arrive aussi plein de péripéties et ce jeu chamboule tellement sa vie qu'il décide d'aller jusqu'au Japon pour essayer de retrouver, il y arrive d'ailleurs, la créatrice, la conceptrice du jeu vidéo. C'est un livre aussi qui est plein d'humour puisqu'on se rend compte que tout ce que le personnage croit découvrir est en fait uniquement sa propre projection aussi de poncif qu'il a sur le Japon, sur le jeu vidéo, sur le zen, etc. Donc c'est très très amusant. Ça permet d'introduire un nouveau personnage dans la littérature qui, il me semble, est de plus en plus représenté, c'est le type du geek. Donc cette personne que certains d'entre vous connaissent, qui a des capacités intellectuelles souvent plus élevées que la moyenne, qui les consacre uniquement à sa passion, qui est le jeu vidéo souvent, ou les ordinateurs au moins, et qui de ce fait a très peu de contact avec ses semblables, à la limite peut-être avec d'autres geeks, mais pas avec les autres êtres humains. Donc c'est quelqu'un qui a un problème social, c'est un peu aussi la figure de l'autiste intelligent, etc. Donc le nouveau personnage, c'est le geek. On a aussi une nouvelle quête, c'est trouver le jeu. Donc tout ça, ce sont des renouvellements de la façon de raconter, de ce qu'on raconte dans les romans. On a de nouvelles trames, par exemple l'amour virtuel. J'en avais parlé pour l'email, mais il y a ça aussi dans le jeu vidéo, dans Player One, où deux personnages se rencontrent dans un jeu vidéo, tombent amoureux sans s'être jamais vus. On a l'aventure sur la trame d'un jeu, comme par exemple Extra Leben. On a des analyses intéressantes du marché du jeu vidéo. Donc on sort du jeu vidéo comme quelque chose d'un peu immanent qui est lié à rien dans la sphère économique. On arrive vraiment sur comment, ou plutôt sur le fait de raconter comment une personne parvient à s'accaparer le marché du jeu vidéo. C'est ce qu'on voit dans Les Deux Mondes de Stephenson, que je vous recommande d'ailleurs. Tout ça, ce sont les aspects de la thématisation. Je vais passer, pour terminer, à des aspects de l'imitation. Donc, je vous ai mis un joli petit extrait de Game Over, qui est une bande dessinée de Midam. Voilà, là je pense que vous pouvez voir un peu le principe général. Donc c'est le créateur de Kid Paddle qui a créé une bande dessinée qui est uniquement consacrée à un personnage de jeu vidéo qui normalement n'apparaît que de temps en temps dans Kid Paddle. Donc ce que vous voyez là, c'est un avatar, c'est-à-dire, ou un personnage selon les définitions, c'est-à-dire la représentation du joueur à l'écran. Et donc l'unique sujet de la BD, c'est ce qui se passe sur l'écran du joueur. Ce sont des gags comme ça qui sont faits sans son, sans son d'une certaine façon, sans écriture, quoi. Ça reprend pas mal de codes du jeu vidéo. Donc ici, on voit que c'est le code du jeu de plateforme où il faut sauter d'une plateforme à l'autre pour arriver à un but. On voit que les limites des cases sont aussi les limites de l'univers. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de l'arbre. Ça ne peut pas apporter une solution à l'énigme, donc il faut absolument rester dans l'univers cadré. Évidemment, c'est une ancienne version du jeu vidéo. Maintenant, les BD de Midam copient plutôt des jeux vidéo qui seraient sortis il y a maintenant une quinzaine d'années. On voit aussi des petits clins d'œil, selon moi, à Super Mario, avec la porte à laquelle il faut accéder à la fin du niveau et qui est faite en niveau de gris pour arriver au noir. Le Game Over, qui est la fin de tout jeu jusqu'à un certain moment de l'histoire du jeu, et qui d'ailleurs est représenté chaque fois de façon différente dans toutes les vignettes de
de Game Over, donc de la BD, ce qui se rapporte aussi au fait aux Game Over Screens qui étaient à un moment très à la mode. Chaque jeu essayait d'avoir son écran de fin le plus original et parfois le plus sanglant si c'était un jeu violent. Donc il y a des références à tout ça et ça s'adresse en particulier à un public qui a au moins une idée de ce qu'est le jeu vidéo. Pas nécessairement un public de geek, mais un public qui a une idée de ce que c'est. Donc ici c'est un exemple de Daybreak. C'est une BD qui raconte une histoire dans un monde apocalyptique, donc une invasion de zombies, et qui reprend certains codes du jeu vidéo, comme par exemple la vue à la première personne. Donc c'est une BD en vue à la première personne. On incarne en quelque sorte un personnage, un avatar qu'on ne voit jamais, et on suit donc le personnage du jeune Manchot, qui est une espèce d'acolyte guide en fait, donc qui va guider le lecteur ou le personnage qu'il incarne à travers l'univers. Donc voilà, ça c'est vraiment une inspiration d'un code du jeu vidéo. Alors la dia suivante, c'est un autre exemple de BD de Kevin Huizenga qui s'appelle Fight or Run Shadow of the Chopper et qui imite ici les codes du jeu de combat en versus fighting. Donc c'est une BD qui représente en fait des combats entre des personnages qui ont des barres de vie, etc. Et qui propose par exemple des fiches de personnages comme celle-ci. Ça donne des informations sur les capacités, les faiblesses, etc. du personnage. Mais l'auteur évidemment détourne ces codes du jeu de combat. Donc par exemple, les barres de vie se remplissent et se vident aléatoirement, on ne sait pas trop pourquoi. Et les fiches de personnages donnent des informations complètement farfelues. Comme par exemple, dans celle-ci, il y a un moment où on demande escalier ou ascenseur, et où on répond ascenseur. Donc, voilà, c'est un détournement des codes du jeu vidéo, mais donc ça ne parle pas thématiquement vraiment de jeu vidéo, mais ça reprend les codes. Donc malheureusement, ça finit un peu sur un constat que l'imitation est à la traîne dans la littérature purement écrite, puisqu'elle est souvent limitée au paratexte, c'est-à-dire aux éléments qui sont situés autour du texte. Comme par exemple ici, je vous donne un exemple avec un roman qui insère des images, des illustrations qui sont issues de la caméra pour Game Boy, donc qui sont vraiment prises avec cette caméra, c'est pour ça qu'elle est pixelisée. Aussi l'écriture digitale des chiffres, mais si vous voyez vraiment la partie purement texte, elle a tout d'un roman normal, donc ça peut être un peu décevant du point de vue de l'imitation. Au contraire du cinéma, où on a par exemple dans Cours Lola Cours, vraiment des films qui, sans parler du tout du jeu vidéo, reprennent entièrement ou en grosse partie la structure d'un jeu vidéo, ce qui ajoute évidemment un plus à la compréhension du film. Une fois qu'on peut comprendre le film soit comme histoire, soit comme mise en scène d'un jeu vidéo, donc il y a ça ajoute du contenu, je pense. Quelques pistes pour lesquelles ce serait comme ça, ou peut-être une piste, c'est un problème de langage qui n'est pas exactement le même. Donc le langage de l'écriture est plus éloigné du langage du jeu vidéo que le langage de la bande dessinée. C'est pour ça que c'est plus courant dans la bande dessinée. Un problème de frilosité aussi, de manque de volonté peut-être d'épuiser les nouvelles possibilités qui sont apportées par le jeu vidéo. Mais il me semble qu'il n'y a pas de barrière absolue à l'imitation pure et l'imitation hardcore au sein du roman. Donc je vais finir sur un petit vœu pour des romans suivants. J'aimerais un jour lire de la littérature purement écrite qui imite réellement et de façon productive le jeu vidéo. Et je pense que c'est une bonne chose aussi bien pour la reconnaissance du jeu vidéo que pour le renouvellement de la littérature. Un petit mot de conclusion ? Oui. Mais c'était pas vraiment une conclusion que j'entamais tantôt, c'était justement pour dire que autant dans la littérature, on voit pas encore beaucoup d'exemples d'imitation formelle du jeu vidéo, donc à part en BD. Autant dans le cinéma, par contre, ça commence vraiment à devenir assez fréquent. Même pour des toutes petites scènes au sein de films qui ne parlent pas du tout du jeu vidéo ou qui n'ont même rien à voir. J'ai revu aussi, il y a Batman, donc The Dark Knight Rises, qui est repassé à la télévision il n'y a pas longtemps. Je trouve que le combat final de Batman contre Bane est vraiment très vidéoludique dans le sens où il y a une première phase de combat
où à la fin de laquelle Batman arrive à enlever une partie du masque de Bane. Et alors le pattern de Bane change en quelque sorte et devient foudrage. Et c'est vraiment comme la deuxième partie du boss dans un jeu vidéo. Enfin, il y a des petits codes comme ça qui se transfèrent. Et dans le cinéma, il me semble que c'est beaucoup plus fréquent. Mais de là à dire que c'est une conclusion. Non, mais ça peut être un mot de la fin en tout cas. On vous remercie encore pour votre présence, votre assiduité. C'était une longue séance malgré tout. Merci aussi au Point Culture pour son indulgence sur le timing. Et au plaisir de vous rencontrer soit en aparté, soit à une prochaine séance dans d'autres lieux ou dans d'autres endroits. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.